Et pour commencer cette émission, on va parler marketing d'influence, mais marketing d'influence responsable, en compagnie de Mohamed Mansouri. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur délégué de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, l'ARPP. Ce n'est pas un organisme qui est très connu du grand public. Peut-être pouvez-vous nous rappeler déjà ce que fait l'ARPP au quotidien, quel est son champ d'action? Oui, bien sûr. Alors l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, c'est une émanation de la profession publicitaire qui regroupe les marques, les agences et les médias qui, ensemble, réunis, vont définir les bonnes pratiques, les règles du jeu, les règles éthiques et vont s'engager à les respecter et vont confier à cet organisme le soin de veiller à la bonne application de ces règles avant diffusion des messages, mais aussi après diffusion de ces messages. Donc ça veut dire par exemple que quand on crée des agences, crée des publicités, vous allez à un moment dire oui c'est diffusable, non c'est pas diffusable, c'est ça. Il y a une partie en amont donc pédagogique où on va vraiment accompagner nos membres, c'est à peu près 800 entreprises adhérentes, donc je vous l'ai dit, donc toute la chaîne de valeur, hein, marque, agence, médias, plateforme aussi, et on va les accompagner, faire clairement du conseil juridique, du conseil déontologique pour les accompagner dans cette conformité, avec une particularité pour la télévision et la VOD et le replay. C'est un passage obligatoire. Tout ce que vous verrez à la télévision, en fait, sera validé au préalable par la RPP. Mais l'ARP œuvre sur tous les médias, sur le digital, sur le marketing d'influence, on en parlera. Plus une logique de conseil, mais aussi de monitoring. Parce que toutes ces règles vaudraient bien peu de choses si on ne se donnait pas les moyens de les faire respecter. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les bilans d'application des règles déontologiques, les observatoires, le monitoring, dont l'observatoire du marketing d'influence. Et ça vous arrive souvent de refuser une publicité ? Ça peut arriver. On a à peu près, alors pour la télévision, fort heureusement, il y a ce système de conseil en amont de la création, de la finalisation publicitaire. Ils vont venir nous voir à l'étape du script, du storyboard, de l'idée créative pour éviter de finaliser le spot et arriver à avis à modifier. Donc les avis à modifier pour la télévision, c'est peu, hein, c'est moins de 10%. Ensuite, sur les activités de monitoring, d'observatoire, on constate bien sûr des manquements et alors souvent par méconnaissance des règles, hein, et donc on interviendra auprès des acteurs. Et typiquement, pour l'Observatoire du marketing d'influence, l'an dernier, c'était un quart des contenus, des 30 000 contenus qui ont été analysés, qui ne révélaient pas cette intention commerciale. Voilà, c'est un défaut de transparence. Donc oui, ça arrive bien sûr, oui. Justement sur le marketing d'influence et sur les réseaux sociaux, j'imagine que les règles ne sont pas forcément les mêmes qu'en télévision. Qu'est-ce qui les différencie, par exemple ? Est-ce que, par exemple, les réseaux sociaux sont soumis à la loi E20 ? Alors, oui, ils le sont. Les règles sont souvent les mêmes. Alors, surtout la loi E20, puisque c'est une loi d'interprétation stricte, c'est une loi pénale. Et en matière pénale, tout intermédiaire, tout acteur qui aura fourni les moyens de la commission d'une infraction pourra avoir sa responsabilité retenue au titre de la complicité. D'accord. Donc, dès lors que vous fournissez les moyens matériels ou autres, eh bien, particulièrement pour une loi pénale comme la loi E20, votre responsabilité peut être retenue. Alors, bien sûr, il y a des régimes de responsabilité qui diffèrent selon que vous soyez une plateforme, un hébergeur ou un éditeur, mais cette responsabilité, on va dire, un peu limitée pour les plateformes, les hébergeurs, tend à s'aligner de plus en plus à celle des éditeurs, notamment sous l'impulsion du droit européen. Mais alors, quelles sont les règles à respecter quand on fait du marketing d'influence ? Alors, la première règle, c'est celle de la transparence. D'abord, indiquer, quand il y en a une collaboration commerciale. Alors, une collaboration commerciale, c'est quand il y a cette fameuse notion d'engagement réciproque. Si vous, influenceur, créateur de contenu, blogueur, talent, KOL, on les appelle, différentes manières de les appeler, si vous engagez à produire un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit, ça peut être un paiement, mais pas forcément, ça peut être aussi un cadeau, une invitation. Des produits, exactement. Quand il y a ces engagements réciproques qui sont pris, eh bien, il y a une collaboration commerciale et celle-ci doit être révélée de manière explicite et instantanée, comme le prévoit la règle déontologique. Et la loi aussi, parce que ne pas le faire... Mais ça veut dire quoi, de façon instantanée ? C'est-à-dire que ça doit être affiché sur la vidéo, c'est en commentaire en dessous, il y a un hashtag à mettre, enfin, comment ça se passe concrètement ? Alors, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Alors, instantané, c'est-à-dire d'emblée univoque. D'emblée, quand vous voyez le contenu, que ce soit sur Instagram ou... on sait tout de suite, c'est de la pub. On sait tout de suite, on n'a pas à attendre la fin de la vidéo, on n'a pas à regarder dans les hashtags ou les mots dièses en français, qu'il y a un hashtag collaboration noyé au milieu des autres hashtags. On va vérifier aussi que c'est explicite. Typiquement, le hashtag ad, peut-être que ça vous parle, ça nous parle. Oui, ça veut dire pub en anglais. Pub en anglais, mais pour le consommateur dit d'attention moyenne, ça veut pas dire grand-chose. Donc il faut vraiment utiliser des termes clairs et accessibles à tous. Alors pour ça, il y a les fonctionnalités des plateformes. Sur YouTube, vous allez avoir la petite fonctionnalité
inclut une communication commerciale en début de vidéo qui va D'accord. apparaître entre 5 et 10 secondes. Sur Instagram, vous aurez partenariat rémunéré qui apparaît. Sur TikTok, il y a aussi des fonctionnalités qui sont prévues. Donc nous, on recommande l'usage de ces fonctionnalités parce qu'elles permettent de rendre d'emblée univoque, clair, explicite qu'il y a un partenariat avec une marque. Et les plateformes, alors, si je vous entends bien, elles sont plutôt proactives, elles vous aident dans cette course à la transparence, entre guillemets? Oui, parce qu'elles sont, pour certaines d'entre elles, membres d'un comité de suivi, qui est le comité de suivi de l'Observatoire, de l'affluence responsable. Je vous parlais de la règle tout à l'heure, donc qui a été adoptée en 2017. Très vite, c'est manifesté le besoin de mesurer si les bonnes pratiques, si les bonnes pratiques étaient respectées. Et la profession a décidé de lancer cet observatoire. Donc, avoir une approche un peu techno et pour pouvoir récupérer des contenus de manière massive, en fait, voir si les pratiques de marketing d'influence étaient respectées. Et cet observatoire, il est piloté par un comité de suivi dont font partie, par exemple, Google, TikTok, Amazon. Ils sont aux côtés des marques, aux côtés des agences, spécialisées ou non dans le marketing d'influence, et d'autres fournisseurs de technologies qui opèrent la mise en relation marque et influenceurs à grande échelle. Et ensemble, ils vont définir un cadre, mais aussi des actions concrètes pour améliorer les bonnes pratiques. On a parlé de la transparence, mais il y a plein d'autres règles. On parlait de la loi E20, par exemple. Ouais. Il y a des règles applicables, des règles sectorielles applicables aux jeux d'argent, aux produits financiers, aux produits cosmétiques. Aux produits cosmétiques aussi? Ah oui, bien sûr. Par exemple, vous ne pouvez pas alléguer des bénéfices santé sur des produits cosmétiques. D'accord, ah oui, effectivement. Ouais. Parce que les produits cosmétiques, vous voulez, ils répondent à une définition légale qui est très claire, et donc c'est vraiment une action superficielle sur l'apparence de la peau, corriger l'odeur corporelle, tout ça. Mais vous ne pouvez pas alléguer, par exemple, un traitement sur l'acné ou autre, par exemple. Ça relève du domaine du médicament. Et pourtant, c'est la pharmacie. absolument. Ah ouais, d'accord, ok. Tout à fait. Donc produits cosmétiques, puis d'autres règles transversales aussi qui font un peu société aujourd'hui, comme la lutte contre le greenwashing. Donc on a une recommandation de développement durable qui vise justement à apporter plus de loyauté dans les allégations environnementales quand elles sont utilisées, pas présenter des comportements qui soient préjudiciables à l'environnement, des véhicules sur des espaces naturels. Voilà. Mais pour revenir à l'allégation environnementale, par exemple, il n'existe pas de produits manufacturés qui protègent les océans ou protègent les coraux. Ça n'existe pas. Non, c'est du greenwashing. Mais quand on enfreint alors l'une de ces règles, parce que vous disiez tout à l'heure, un influenceur sur 4, par exemple, n'est pas transparent avec sa collaboration commerciale. Qu'est-ce qu'il encourt, en fait? Alors, la finalité première de cet observatoire, c'est d'abord la pédagogie. Ce qu'on a constaté l'an dernier sur ces 30 000 contenus, c'est un quart, toute catégorie d'influenceurs confondus, ne présentaient pas cette intention commerciale. Mais quand on allait chez les petits influenceurs de moins de 10 000 abonnés, ce taux de manquement montait à 43%. Mais est-ce qu'ils ne connaissent pas les règles? C'est ça. C'est un des enseignements que le groupe en a tiré, c'est qu'il y a un enjeu pédagogique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un peu n'importe qui peut être producteur de contenu et être influenceur. C'est exactement ça. Et elle n'a pas forcément conscience de s'exposer, d'être soumis à des règles légales, des règles déontologiques. Oui, ça peut être juste de bonne foi, en fait. Absolument. Ouais. Et donc, l'objectif premier, c'est la pédagogie qu'on a pu adresser par le lancement d'un certificat, le certificat de l'influence responsable, dont l'objectif premier est justement de faire la pédagogie de ces règles, du cadre légal déontologique à des influenceurs qui, parfois, ne maîtrisent pas du tout, ne connaissent pas du tout ces normes et la complexité de ces normes. On vit dans un pays où on complexifie de plus en plus, on adopte de plus en plus de lois, de nouvelles mentions légales qui viennent s'ajouter dans la publicité, se cumuler. Et donc, le cadre est complexe, il est critique et on se doit d'en faire la pédagogie auprès des professionnels, de futurs professionnels ou de créateurs de contenu qui ont besoin de se professionnaliser. Chez les gros influenceurs de plus d'1 million d'abonnés, la transparence, elle baisse à 12% versus 40% pour les moins de 10 000. Ça ne veut pas dire que chez ces gros influenceurs, il n'y a pas d'autres problèmes en lien avec le produit, en lien avec... Mais voilà, donc il y a un enjeu pédagogique qui est aujourd'hui une des réponses apportées par la profession, c'est le certificat. Et comment on l'obtient, ce certificat? Alors, le certificat de l'influence responsable, donc on l'a lancé en septembre dernier, c'est le suivi d'abord d'un parcours d'e-learning qui dure à peu près 2 heures, à l'occasion duquel l'influenceur, le créateur de contenu, va être exposé Alors, on mise beaucoup sur la pédagogie par les do's, les don'ts, les exemples, à faire, à ne pas faire, donc les règles transversales dont on a parlé. D'abord, une checklist. Chez l'influenceur, il va d'abord vérifier est-ce que le produit peut faire de la publicité. Il y a des produits qui sont interdits de publicité. Les cigarettes électroniques, l'alcool, il y a des produits réglementés. Alors, l'alcool, c'est pas interdit, mais c'est strictement réglementé. Encadré. Donc, voilà, donc ils checkent ça. Il y a d'autres
d'autres points vérifiés, par exemple le RCS, les mentions légales du site, de l'annonceur, tout ça, parce qu'il y a eu pas mal d'arnaques autour du dropshipping. Voilà, une fois qu'ils ont checké toute cette liste-là, la règle de la transparence dont on a parlé, puis les autres règles transversales, de lutte contre le greenwashing, de lutte contre les stéréotypes sexistes, de protection des enfants, des mineurs. Protection des mineurs Absolument. aussi. Hyper important. Le statut de l'enfant influenceur qui a été clarifié aussi. Parce qu'il y a un statut de l'enfant influenceur. Aujourd'hui, oui, tout à fait. Alors, on avait le statut de l'enfant mannequin, qui était encadré par la loi et qui a été donc étendu aux enfants influenceurs qui, dorénavant, devront... déjà, leur rémunération, elle sera bloquée dans un compte séquestre, à la Caisse des dépôts et des consignations jusqu'à leur majorité. S'il y a une relation de travail, dans ce cas-là, il faut une autorisation de la préfecture, mais dans tous les cas, ce sera une déclaration auprès de la préfecture. Il y aura des horaires qui doivent être fixés par décret à respecter pour que l'enfant puisse se développer normalement en parallèle de cette activité. En parallèle, absolument. Donc voilà, il y a un cadre qui a été clarifié par la loi dite Studer, du nom de son député, qui l'a porté en 2020. D'accord. Donc on enseigne tout ça aux influenceurs, mais le vrai challenge dans le cadre de ce certificat, c'était vraiment de rendre la règle assez accessible. Les influenceurs ne sont pas des juristes, donc il faut la rendre, la simplifier, et avec beaucoup d'exemples, donc les do's and don'ts. Et ensuite, il voit des règles sectorielles. Alors, les règles applicables au jeu d'argent, les règles applicables à l'alcool, les règles applicables aux produits cosmétiques, au CBD. Figurez-vous qu'on a de plus en plus de demandes de conseils sur le secteur du CBD. Ouais, qui est en pleine expansion aussi. Absolument. Et donc voilà, une fois qu'ils ont passé tout ce parcours-là, s'ils le sentent, ils passent un examen, ils doivent obtenir 75% de bonnes réponses. Et donc, s'ils l'obtiennent, ils décrochent ce certificat. À la fois, donc, il leur permet de connaître les règles de base, mais aussi de se différencier auprès de leurs audiences pour les protéger, mais aussi auprès des marques. Parce que les marques, pour elles, il y a aussi un enjeu de responsabilité, on le voit, légal et déontologique aussi, parce qu'il y a un jury de déontologie publicitaire qui traite des plaintes des consommateurs associés à l'ARP. Mais il y a aussi un enjeu de brand safety pour les marques. Il y a eu quelques dérives d'influenceurs. Un influenceur, ça reste un individu avec ses forces, ses faiblesses. Et donc, voilà. Et qui n'est pas contrôlé par les marques. Et qui n'est pas toujours contrôlé. Ouais. On est souvent dans une logique de co-création. L'influenceur est très attaché à sa liberté de ton, à sa liberté, à son style humoristique ou un autre style, mais ce qui fera qu'une marque s'adossera justement à ce style pour viser une audience particulière. Et donc, il y a ce risque-là de brand safety. Et donc, de plus en plus de marques exigent que les influenceurs aient obtenu le certificat de l'influence responsable pour collaborer avec eux. Et du coup, là, vous l'avez lancé en septembre. C'est ça. Combien de personnes aujourd'hui disposent de ce label, ont validé leur test là ? Alors aujourd'hui, on est à un peu plus de 70 profils qui ont obtenu le certificat, tout type confondu. On peut avoir des gros profils de plusieurs millions d'abonnés à des tout petits profils qui souhaitent se professionnaliser, grandir. Donc la liste est publique, elle est sur notre site. Et c'est une liste qui ne cesse de s'accroître et qui accélère. Parce que justement, des marques s'engagent justement dans cette... Et les agences aussi, beaucoup, s'engagent dans cette action pour une influence responsable. C'est vraiment l'affaire de tous. Donc tout le monde avance de manière synchronisée. Et ça existe dans d'autres pays où on est un peu les premiers sur ce type de choses ? Alors c'est marrant que vous posiez la question. On est pionniers là-dessus, hein, Cocorico. Ouais. En revanche, chaque pays européen, d'ailleurs dans le monde, a son propre ARPP, qu'on appelle le SRO, Self-Regulatory Organization. Et on est fédéré au sein d'un organisme qui s'appelle l'EASA. Et on a lancé un groupe de travail sur la manière dont on peut s'adosser sur des technos pour favoriser une communication commerciale éthique et responsable. Et l'Observatoire, s'appuyant sur des technologies très avancées, parce qu'on a co-élaboré des algorithmes avec des fournisseurs de technologies, que ce soit Reach ou Tracker, dont le métier est le marketing d'influence, eh bien, on a plutôt... on aspire déjà, tant mieux, et surtout, en fait, on a lancé donc cette task force et d'autres pays sont en train d'emboîter le pas sur à la fois des logiques d'observatoire et de certificats, sachant qu'il y a aussi une demande en France des responsables d'influence internationaux, les Head of Influence IMIA par exemple, qui vont demander à ce qu'il y ait un certificat qui soit déployé à l'échelle européenne, justement, pour des opérations européennes, pan-européennes. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, avec le patron, le fondateur de Jelly Smack, qui s'occupe de développer justement le business d'influenceurs et de les dupliquer d'une plateforme à l'autre. Et il me disait, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est
quelque chose comme 3 ou... Ouais, je crois que c'est 3/4 des Américains de moins de 25 ans qui veulent être demain créateurs de contenu. Oui. Alors moi, ce chiffre me laisse d'abord sans voix. Et ensuite, je me dis, mais comment est-ce que un institut comme le vôtre va pouvoir vérifier autant de contenu? C'est quasiment ingérable, en fait. C'est un vrai défi et c'est un défi technologique. On a commencé à le faire, pas forcément sur l'observatoire de l'influence, mais déjà sur le display. De plus en plus, on s'adosse à des technologies avancées, de machine learning, de détection automatique de ce qu'on appelle les suspicions de manquement, des hypothèses de manquement dans l'image et dans le texte. Et pour cela, les technos peuvent nous y aider. Il y a des technologies dites de computer vision qui analysent les objets dans une vidéo, dans une image. On a les technologies qui mobilisent le traitement naturel du langage, NLP, qui vont analyser le texte automatiquement. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, dans le cas de l'influence responsable, où on va nous faire remonter automatiquement des contenus dans lesquels on aura un wording très spécifique pour lequel il y a fort à parier qu'il y a une collaboration commerciale. Par exemple, j'ai été invité par nom de la marque, merci à nom de la marque, l'usage des fonctionnalités bien sûr, mais pas que. Donc l'enjeu, il est clairement techno pour pouvoir gagner en efficacité, en efficience, éviter les trous dans la raquette, agir plus promptement, parce que tout va très très vite, les canaux se démultipliant, les formats se démultipliant. Eh bien, c'est avec l'aide de nos membres et aussi des plateformes, on travaille beaucoup avec Google là-dessus, à l'échelle européenne, sur la manière dont on peut s'adosser à des technologies existantes, soit des modèles d'intelligence artificielle qu'on va réadapter selon nos besoins, ce qu'on appelle, pardonnez-moi du jargon, mais du transfer learning. Donc clairement, en fait, c'est des algos qui ont été entraînés sur des contenus et qu'on va réentraîner sur des besoins spécifiques. Par exemple, détecter un véhicule sur un espace naturel automatiquement. Ce sont des choses qui sont interdites dorénavant. Détecter un verre d'alcool. Pour la loi E20, en télévision, par exemple, c'est interdit. Détecter des tailles de mention légale, détecter des objets dans la vidéo. Et donc, c'est tout l'objet de ce qui nous occupe aujourd'hui, en tout cas, c'est s'appuyer, enfin, c'est la notion, enfin, on a même appelé ça la tech for good, en fait. Donc, c'est vraiment la technologie au service de l'éthique pour gagner en efficacité. Vous avez justement consacré une thèse aux opportunités qu'offre l'IA en matière de régulation de contenu publicitaire. Mais si j'entends bien ce que vous me dites, c'est vrai que l'IA va d'abord faire un premier tri, mais in fine, il faudra toujours des humains derrière. On se rappelle de YouTube ou de Facebook qui avaient dû rappeler des humains parce que la modération par machine, ça suffisait pas. On est un peu là-dedans aussi. Évidemment, évidemment. Et surtout pour des professions juridiques, là où pour le coup, on l'a vu, je pense, de notre vivant, et on ne verra pas d'algorithme aujourd'hui qui soit capable de reproduire un raisonnement juridique, ce qu'on appelle le syllogisme, par exemple, appliquer une règle à une situation et en tirer une conclusion. Vraiment, non. Aujourd'hui, l'IA permet de faire des choses très basiques, de premier niveau, mais déjà de se défaire des tâches à faible valeur ajoutée qui nous prennent énormément de temps. Et avec l'observatoire, par exemple, du digital, où on s'est adossé donc à des technologies avancées, on a gagné un tiers du temps, ne serait-ce que pour aller naviguer et récupérer le contenu. Donc on a des technologies dites de crawling, encore une fois un anglicisme, je suis vraiment désolé, mais voilà, pour récupérer les contenus. Et ensuite, ces algos qui vont faire un premier tri de suspicion de manquement nous permettent de gagner un tiers du temps, ce qui est pour nous considérable. Et on espère aller plus loin encore dans les mois et années à venir. Merci beaucoup Mohamed Mansouri. Je rappelle que vous êtes directeur délégué de l'ARPP.